Cap Radio. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue à une nouvelle émission de Cap Bio. Alors, selon la médecine holistique, une thérapie efficace doit prendre en charge la globalité de la maladie et soigner les causes au lieu des symptômes. Et considérer toute maladie comme une guérison qui est en train de se faire. Il faut écouter les réactions de son corps, prendre l'individu dans sa globalité psychique et sociale à l'heure du diagnostic. Nous parlons aujourd'hui des aliments acides, neutres ou alcalins dont on avait parlé lors de l'émission consacrée au RGO, ce fameux reflux gastro-œsophagien. Et puis nous parlerons aussi microbiote intestinal ou la flore intestinale. Bien sûr tout ça avec le professeur Jack Stockley. مستمعينا الكرام في هذه الحلقة يمكن لكم إذا كان عندكم شي سؤال توضعوه للبروفيسور جاك ستوكلي يمكن لكم تتصلوا بنا وتوضعوا السؤال ديالكم بالعربية ما كاين حتى شي مشكل. رقم الهاتف هو 0539 33 33 33. Alors je rappelle que c'est une émission interactive et que vous pouvez donc poser vos questions ou si vous avez une intervention. Donc le numéro à appeler est le 05 39 33 33 33. Bonsoir cher professeur. Bonsoir cher monsieur, bonsoir chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons parler des aliments acides, neutres ou alcalins. On en avait parlé lors de l'émission consacrée au RGO, le reflux gastro-œsophagien. Donc, professeur, c'est quoi ces aliments? Quelle est la différence? Comment les différencier? Voilà, alors donc, en premier lieu, donc, on va parler donc, justement de ces trois sortes d'aliments qui sont principalement réservé aux gens qui ont un RGO, donc un reflux gastro-œsophagien, ou aussi aux gens qui ont des pathologies graves telles que le cancer ou les maladies auto-immunes. D'accord. Professeur, je m'excuse de vous interrompre parce qu'on me signale qu'on a un appel. Je ne voudrais pas laisser l'auditeur. C'est pour encourager les auditeurs justement à nous téléphoner. On va le prendre. Bonsoir. Bonsoir Sidi, j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, et vous-même? Alhamdulillah Sidi, je peux intervenir en arabe, pas de souci. Pas de souci, أنا كنسمعك. D'accord, الله يخليك انايا جي مالونتوندي ولا هذا المهم سمعت هضرتوا على لي مالادي كارديوفاسكولير سي سا ياك؟ هضرنا عليهم في حلقات سابقة ولكن ماشي مشكل. هاد لا ميديسين هوليستيك كتعالج جميع إلا كان عندك شي سؤال وضعه ماشي مشكل. داكوغ اسيدي انا الله يخليك بغيت غير نسول اترافيغ فو بيان سور لو بروفيسور انا عندي كيلكو سيمبتوم في جهه لو كور ديالي كنحس بشي نغزات وبعد الخطرات فوالا دي دولور اللي ما كيتحك بعد الخطرات كيمشيو بعد الخطرات ما كيمشيوش الوغ صافي سيمين دابا درت واحد لاناليز جلوبال ديال لو سون اون اناليز سانغان وطلع عندي شويه الكبده طالع شويه دونك انا فاش مشيت شفت الطبيب قال لي نخليك بلاتي شويه ما ديرش دابا ما نعطيكش زعما لي زاناليز باش نتاكدوا باللي راه الكبده ولا هذا دوز واحد 15 جو واش غير نسول وبلوس ملي كندير لا راديو ديال القلب ولا التخطيط ولا هذا كيطلع نورمال ما عرفتش منين جاي هادشي الصراحه الا تقدروا تفيدوني دونك السؤال ديالك شنو هو؟ يعني انت مشيتي عند الطبيب ديال القلب قال لك ما فيك والو ولكن لو فوا ديالك فيه شي حاجه، هذا هو السؤال ديالك؟ اكزاكتومون بغيتي تعرف منين ما جا هذا الحريق هذا؟ اكزاكتومون سيدي هي داكور شكرا جزيلا. Professeur, je m'excuse de vous avoir interrompu pour encourager les auditeurs donc à nous appeler. Donc nous leur avons permis donc de poser leurs questions en arabe que j'essaierai de. Bon, on va rester sur notre sujet parce qu'on l'a annoncé, mais si vous voulez, je vous traduis donc ce qu'a dit ce monsieur. Il avait une question sur les problèmes cardiovasculaires. Donc il a dit que de temps en temps il avait des douleurs au niveau du cœur, mais lorsqu'il fait des cardiogrammes, sa situation est parfaitement normale, mais par contre, il a trouvé qu'il avait des soucis
au niveau du foie. Donc, c'est ça la question. C'est un peu vague, voilà. Mais c'est ça la question. Il est un petit peu perturbé. Voilà. Alors, pour répondre à ce monsieur, donc ces problèmes au niveau du foie, il faudrait savoir quels sont les problèmes au niveau du foie, si c'est une stéatose ou si c'est plus grave que ça. Mais je ne pense pas que ce soit ces problèmes au niveau du foie qui lui font des douleurs dans la région du cœur. Alors, s'il a éliminé par un cardiologue toute pathologie du cœur, on peut certainement se diriger vers le RGO ou vers une très mauvaise digestion qui provoque des gaz. Ces gaz vont remonter le long à l'intérieur, disons, de l'abdomen et faire des pressions qui peuvent donner des douleurs dans cette région-là et faire penser que c'est un problème cardiaque. Ou des douleurs directement dans l'estomac, donc dans l'épigastre, dans le creux de l'estomac, qui peuvent remonter et donner, par le fait d'un reflux ou par un problème d'hernie hiatale, peuvent faire penser à une douleur cardiaque. Mais puisqu'on l'a éliminé, il va falloir qu'il revoie son alimentation, qu'il mange lentement, qu'il mâche bien, puisqu'on a vu l'autre jour que le fait de mâcher allait produire de la salive, et donc cette salive va aider à la digestion en produisant des enzymes et en produisant aussi du bicarbonate, et donc en alcalinisant le bol alimentaire. Parfait. Et comme vous l'avez bien souligné, on avait eu une question lors de la précédente émission, justement. Un auditeur nous avait appelé et qui souffrait. Il a même été hospitalisé plusieurs fois et donc il souffrait de problèmes pseudo-cardiaques, disons. Mais le véritable problème, nous l'avait expliqué notre cher professeur, beaucoup de problèmes de santé peuvent provenir d'une mauvaise alimentation ou du fait de manger rapidement et de ne pas mâcher assez. Donc, c'est sûrement ce qui arrive au monsieur qui vient donc de nous appeler, puisque le cardiogramme, comme vous l'avez souligné, professeur, il affiche un état parfaitement normal. Voilà. Donc, vraiment, l'alimentation, c'est la base de la santé. Si on n'adopte pas une bonne alimentation, eh bien, on va pouvoir avoir tous les médicaments du monde, on n'arrivera pas à retrouver une bonne santé. Et vous savez que souvent, certains médicaments, comme la plupart des compléments alimentaires que l'on prend, si notre biotope, notre microbiote intestinal, donc la flore intestinale n'est pas parfaite, eh bien, ces médicaments ou ces compléments alimentaires ne seront pas absorbés et ne fonctionneront pas. Et donc, comment, c'est pour ça que, oui. Comment avoir justement une bonne flore intestinale? Voilà, alors là, on va en revenir tout à l'heure, après avoir repassé à reviser les aliments qui sont intéressants pour le RGO, donc, et pour ce monsieur qui vient de nous appeler, en prenant des aliments qui sont plutôt neutres, voire alcalins, eh bien, on va éliminer une grande partie de ces problèmes-là. Alors, dans les aliments acidifiants, on a en premier lieu le sucre blanc. Alors, on peut se dire, mais c'est bizarre, le sucre, quand on l'a dans la bouche, on n'a pas l'impression que c'est acide. Oui. Mais le sucre est un acidifiant énorme, c'est un des plus forts acidifiants que nous pouvons manger. Alors, donc, comme beaucoup de gens consomment énormément de sucre, eh bien, on a forcément des problèmes au niveau de l'acidification de notre cellule. Alors, donc le sucre, les édulcorants, l'aspartame, etc. Et en parenthèse, vous savez que les problèmes liés au sucre, et on en a parlé la dernière fois aussi, on a 35 millions de morts par année dans le monde uniquement à cause des conséquences du sucre. Ça veut dire qu'il y a un mort par seconde. Là, on parle depuis bientôt plusieurs secondes, on a 30 morts uniquement dus au sucre. Donc, le sucre, s'il vous plaît, la première chose à éliminer, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas manger du miel. On parle surtout des sucres blancs, le sucre raffiné. Donc, ça, c'est un acidifiant.
Ensuite, nous avons les viandes. Ensuite, nous avons les poissons. En effet, malheureusement, les poissons sont aussi acidifiants. Mais on peut éventuellement faire en sorte d'enlever cette acidité en mettant beaucoup de citron sur nos poissons. Voilà, donc, et c'est une coutume chez nous, cher professeur, je ne sais pas si dans le sud aussi ça se passe comme ça, mais au moins dans le nord, on saupoudre, on verse toujours du citron sur le poisson. C'est voilà, une alors donc c'est très coutume. bien. Premièrement, le citron va, même s'il a un goût acide dans la bouche, quand il arrive dans l'estomac, il devient alcalin. Donc vous allez diminuer le côté acidifiant du poisson, et vous allez faire en sorte que dans l'estomac, vous aurez plus de production alcaline et qui va faire que vous aurez une meilleure digestion. En plus d'avoir les vitamines du citron. Vous avez donc les volailles à ne pas manger, donc qui sont acidifiants, les gibiers, les charcuteries, le foie, les rognons, les abats, la cervelle, le fromage fort et fermenté, les légumes secs, les lentilles, les pois, les haricots blancs, les asperges, les artichauts, les choux de Bruxelles, les arachides, les farines blanches et dérivées, pain blanc, biscottes, pâtisseries, pâtes, semoules, huile raffinée, graisse durcie. Les graisses durcies, beaucoup de gens prennent de la margarine en pensant qu'ils se font du bien, non, la margarine, c'est solidifié et ça passe, c'est une graisse qui va devenir toxique pour finir. Donc, évitez la margarine, prenez plutôt un bon beurre, le thé, le chocolat, le café et les bouillons gras. Ça fait beaucoup d'aliments acides. Mais ça ne veut pas dire que vous devez absolument enlever tous ces aliments-là. Au moins les réduire. Il faut qu'ils soient les diminuer, qu'ils soient en minorité. Il faut plutôt mettre l'accent sur les aliments que je vais vous donner maintenant, qui sont, les aliments qui sont basiques. Donc, on a deux sortes d'aliments. Il y a les alcalinisants et les basiques. Donc, les aliments basiques, c'est ceux qui sont ni acides, ni vraiment alcalins. Ils sont au milieu, on peut les manger, ça ne va pas nous apporter de l'acidité, mais pas non plus des produits alcalins. Alors, ces aliments-là sont les algues, les bananes, les céréales complètes. Bien que les céréales aient une caractéristique acide, il convient de les faire germer. S'ils sont germés ou les faire cuire à feu doux, ça aura une action alcalinisante sur l'organisme. Les châtaignes. La farine de châtaigne, vous pouvez l'utiliser pour faire des pâtisseries, par exemple. Les fromages blancs frais de chèvre et de brebis. Les graines germées, par exemple la fleur de tournesol, de luzerne, de soja, etc. N'oubliez pas que la germination provoque une alcalinisation. L'amidon, il va se transformer en sucre fin, les graisses en acide gras soluble et les protéines en acides aminés. Donc la teneur en vitamines et en enzymes, lorsqu'on va faire germer ces aliments, eh bien, on va augmenter de 300 à 1000% leur teneur en vitamines et en enzymes. Donc, intéressant de faire germer des céréales, par exemple. D'accord. Vous pouvez manger aussi les flocons d'avoine, mais trempez-les durant la nuit ou pendant au moins 2 heures. Les légumes, surtout crus ou semi-cuits. Pourquoi crus et semi-cuits? Parce qu'on a la mauvaise habitude de manger rapidement et d'avaler. Donc, plus le légume va être cuit, moins on aura l'envie de mâcher. Donc, on va faire 2-3 mastications et on va avaler. Ce qui fait qu'on ne produira pas de la salive, on ne fera pas un apport d'enzymes nécessaire à la préparation dans l'estomac, à la digestion. Donc, il est important de manger les légumes crus. Par contre, si on a de la peine à les manger crus, prenons des semi-cuits, donc
croquante, comme disent les Italiens. Voilà, croquante. Hein? Et toujours donc prendre des légumes le plus possible du bio, de l'endroit où on habite et de la saison. Arrêtons de vouloir manger des légumes qui nous viennent du bout du monde, de manger des légumes qui ne sont pas de saison. Prenons toujours les légumes de l'endroit où on habite et de la saison. On a même perdu le sens des saisons, parce qu'on trouve des fruits de toutes les saisons. On ne sait plus si les bananes, c'est en été ou c'est en hiver. Absolument, vous avez entièrement raison. Ouais. Et ça va donner des informations à notre organisme qui par exemple, vous mangez des fraises à Noël, votre organisme va supposer qu'on est en été. Et donc, il aura moins de défense au niveau du froid que si on lui donne un fruit, par exemple une pomme, qui est plutôt un fruit d'automne, d'hiver. Exactement, parce qu'il y a une mémoire universelle à l'intérieur de notre organisme. Ouais. Absolument, absolument. Les amandes sont excellentes, mais par contre, là aussi, il est préférable de les faire germer. Car lorsqu'elles sont germées, les protéines vont se transformer en acides aminés et les graisses en acides gras solubles. Donc, c'est intéressant. Et l'amande a un intérêt extraordinaire, c'est qu'elle a 21 grammes de protéines par 100 grammes. Donc, 100 grammes d'amande vous donne 21 grammes de protéines. Et je vous fais la comparaison, 100 grammes de poulet ou 100 grammes de poisson vont avoir exactement, à 1 gramme près, c'est 22 grammes de protéines. Et les protéines végétales sont réputées pour se fixer beaucoup mieux dans l'organisme que les protéines animales. Donc, les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour manger à midi et qui se précipitent sur un petit restaurant pour manger un sandwich au poulet, eh bien, ils auraient meilleur temps de prendre tranquillement quelques amandes, quelques noix et quelques fruits éventuellement secs. Parfait. Ça, c'est une chose intéressante à garder dans la tête. Maintenant, les aliments qui fournissent de la base, donc qui sont vraiment alcalins, ce sont les fruits et les jus de fruits, les légumes à feuilles et à racines, les légumes avec leurs tiges, sauf les asperges. L'asperge, elle est très acide. Les oignons, l'ail, la pomme de terre, la châtaigne, le soja et ses dérivés, les bouillons de légumes, l'œuf. Mais attention, l'œuf vient de cuire non pas avec de l'huile, l'œuf au plat ou l'œuf en omelette. L'œuf, prenez-le toujours cuit 3 minutes dans sa coquille. Donc vous plongez l'œuf dans l'eau bouillante pendant 3 ou 4 minutes. Et c'est la meilleure façon de le manger parce que vous allez conserver le jaune, il restera coulant. Donc vous aurez toutes les propriétés du jaune de l'œuf et ses protéines. Et donc c'est la meilleure façon de le prendre. D'accord. En plus des œufs, donc vous avez toutes les herbes aromatiques, le persil, ciboulette, l'origan, le romarin, les noix fraîches, les haricots verts, les petits pois sucrés, le millet et ses dérivés, le pain d'épeautre et surtout la petite épeautre. C'est quoi en fait l'épeautre et la petite épeautre? Ce sont des blés très anciens qui ont presque pas de gluten. Et on sait qu'une grande partie de la population est soit sensible au gluten ou soit totalement allergique au gluten. Donc, ce sont des blés intéressants qui sont alcalins, mais qui en plus n'ont pas beaucoup de gluten dedans. Et vous avez aussi le kamut, qui est aussi un vieux blé, le germe de blé, donc vous pouvez faire germer du blé, les pâtes de farine de seigle complète. Et ne vous privez pas, lorsqu'on dit il ne faut pas manger de beurre, oui, le beurre frais de bonne qualité et bio est un très bon aliment basique qui va donner d'être alcalin et en plus bien meilleur que de prendre une margarine, parce que souvent on prend la margarine parce qu'on se dit qu'on va moins engraisser. Ça ne sera pas le cas
et l'huile hydrogénée, puisqu'en fait la margarine, qu'est-ce que c'est? C'est une huile végétale qui normalement ne durcit pas. Donc on est obligé de l'hydrogéner pour qu'elle devienne dure, et en l'hydrogénant, on fait une graisse qui n'est absolument pas bonne pour la santé. D'accord. Même si on en fait tout un avantage, je vois beaucoup de pâtisseries qui affichent que leur brioche ou leur petit pain, ils sont faits à la margarine. Donc, à éviter aussi. Il vaut mieux manger un bon beurre bio, bien entendu. Ne faites pas 1 kilo de beurre sur votre tartine. Soyons raisonnables. Bien sûr. Un bon beurre bio sera de loin préférable à une margarine. Voilà, tout est dans la mesure. Voilà. Alors maintenant, le microbiote. Attendez, cher professeur, avant de parler de microbiote, donc, et pour ces légumes donc, et fruits que vous nous recommandez tant, il ne faut pas oublier que à cause des fertilisants et autres produits chimiques qu'on déverse sur ces aliments, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos chers auditeurs parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde de trouver des légumes ou fruits bio. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ou que pouvez-vous leur conseiller pour qu'ils bénéficient du bienfait de ces légumes et fruits sans pour autant en être touché, quoi. Alors, il y a deux solutions. Ici au Maroc, on a la chance d'avoir de petits agriculteurs, de petits paysans qui font leurs légumes et qui n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides, des insecticides, etc. Donc, si vous avez la possibilité le samedi après-midi d'aller faire une petite balade en campagne et d'acheter vos légumes, vous allez trouver des légumes bio sans les payer comme vous allez les payer dans les magasins spécialisés dans le bio. Et comme ça, encourager aussi l'économie de proximité. Voilà. Et là, vous aurez justement aussi non seulement des légumes qui seront bio sans avoir l'étiquette du bio, mais vous aurez un aliment de saison et de l'endroit où vous vivez. Et ça a une grande importance. Exactement. Maintenant, si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous déplacer en campagne pour aller trouver des légumes, vous avez une autre solution. Si vous allez dans la grande surface, vous amenez vos légumes à la maison, vous les mettez dans une bassine que vous allez remplir d'eau, vous allez ajouter 2 grosses cuillerées de bicarbonate de soude et un verre complet de vinaigre blanc. Vous allez bien mélanger ça, vous allez tremper vos légumes là-dedans, vous les sortez, vous les rincez comme il faut, et ils auront perdu une grande quantité des produits chimiques qu'ils auront reçus. Donc c'est une façon d'avoir quand même des légumes pas trop mauvais en faisant cette façon-là. Eh bien voilà, c'est un bon conseil pour nos chers auditeurs. Je vais vous laisser respirer un petit peu, cher professeur, et on va faire une petite pause musicale avec Charles Aznavour, Hier encore. Il avait 20 ans, le grand Charles Aznavour. Eh bien, si on les a plus, ces 20 ans, il faut faire gaffe à ce qu'on mange. Une bonne alimentation, comme insiste là-dessus le professeur Jack Stockley. Donc, bien faire le bon choix pour pouvoir profiter de la vie. Et dans ce contexte qu'on va parler maintenant de la microbiote intestinale, la flore intestinale, qui est une condition sine qua non donc, pour pouvoir digérer ces bons aliments et en bénéficier le plus possible. N'est-ce pas, cher professeur ? Voilà, alors, en mangeant bien, on pourra arriver facilement à 4 fois 20 ans, et même plus, si on prend bien en compte la façon dont on va se nourrir et la façon dont on va vivre. D'accord. En fait, nous allons nous adresser au microbiote, et le microbiote, c'est la partie la plus primitive de nous. Ce microbiote, il commence à prendre une énorme importance et on va en entendre parler dans les 10 prochaines années parce qu'on l'a découvert en fait il n'y a pas tellement longtemps
on n'arrivait pas vraiment à cerner qu'est-ce que c'était que le microbiote parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires à la connaissance. Alors en fait, le microbiote, il vit en nous, il vit avec nous. C'est un organe qui n'est pas humain et qui joue un rôle fondamental pour notre santé. Donc on n'a pas réussi à l'étudier jusqu'à maintenant, mais dernièrement, on l'étudie de plus en plus et on s'aperçoit qu'en fait, c'est absolument indissociable d'avoir un bon microbiote si on veut bien vivre. Et il y a des auditeurs qui vont tomber des nues lorsqu'ils ont écouté que ce n'est pas humain. Voilà, c'est pas humain. D'accord. Mais parce que donc on partage. En fait, notre système est partagé entre les bactéries de ce microbiote, donc qui sont en fait les plus vieilles. Ce sont les doyennes de la vie sur la planète, ces bactéries. Oui, exactement. Et ces bactéries sont d'une incroyable diversité. Elles sont d'une incroyable intelligence, si l'intelligence est de savoir s'adapter. Ouais. Les bactéries sont les plus petites formes de vie qui sont présentes sur la planète. Ce sont des organismes qui sont absolument invisibles à l'œil nu, puisqu'ils sont microscopiques. Ils font à peu près entre 1 et 2 millionièmes de mètre, alors qu'une cellule humaine, donc là, ce qu'on appelle la cellule eucaryote, elle fait 20 à 100 millionièmes de mètre. Donc, vous voyez qu'il y a une énorme différence entre une cellule humaine et une cellule une bactérie. D'accord. Et ces bactéries, vous les trouvez partout. Vous les avez sur vos doigts, vous allez sur vos téléphones, sur votre pupitre, sur votre bureau, etc. Donc, elles nous entourent continuellement. Alors, il y a des bonnes bactéries et puis il y a des mauvaises bactéries. Et donc, c'est ce qu'il faut faire attention. Donc, les premières bactéries, on les voit arriver sur Terre, sur notre planète Terre, la planète qui a environ 5 milliards d'années. Elle commence à venir nous visiter au moment où la planète a décongelé gentiment et a permis les premières sources de vie, qui étaient donc les bactéries. D'accord. Ces bactéries donc, qui sont en nous, partout, ont une spécificité, c'est qu'en fait, vous avez plusieurs formes de bactéries, mais quelles sont celles qui nous intéressent? Ce sont les bactéries, en fait, intestinales. D'accord. Les autres, il y a des bactéries pathogènes qu'on essaye d'éliminer, mais les bactéries intestinales, on va en avoir de plusieurs catégories, mais elles vont arriver au moment où nous allons naître. Notre maman va nous les donner, ces bactéries. Et c'est par le passage des voies basses, donc lorsqu'on a un accouchement normal, à ce passage-là, que le nouveau-né va capter et va s'enrichir des bactéries intestinales. Et il faudrait que je vous interrompe, professeur, parce que vous n'avez pas lorsqu'on a un accouchement normal, donc il y a sûrement des auditeurs qui vont dire et si on a une césarienne, est-ce que notre bébé ne va pas bénéficier de cette microbiote? Voilà. Alors, c'est ça le problème. C'est que on a remarqué qu'un enfant qui venait par césarienne, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire des césariennes de confort. On a de plus en plus de gens qui veulent ne pas avoir mal. Je vais prendre une césarienne. Ou le médecin, il n'a pas envie de se déplacer en pleine nuit. On va faire une césarienne. En effet, la flore intestinale ne sera pas du tout la même chez l'enfant qui va naître naturellement par voie basse ou chez l'enfant qui va être mis au monde par césarienne. Donc, il n'aura aucune bactérie au moment de sa venue au monde. Il n'aura que les bactéries de la salle du bloc opératoire
Donc, elles ne sont pas très nombreuses. Il y aura quelques bactéries de la peau, mais le biotope intestinal n'a aucun intérêt d'avoir quelques bactéries de la peau. Donc, le plus possible, il faudrait faire des accouchements normaux. Maintenant, malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir un accouchement normal. Il y a des moments où une césarienne est vraiment indispensable. D'accord. Mais on a remarqué qu'il y a des solutions. On a remarqué que lorsqu'on mettait, par exemple, lorsqu'on fait une césarienne, on peut mettre une compresse dans le vagin de la maman, et puis lorsque l'enfant va venir, imbiber de cette gaz qu'on aura mis dans le vagin de la maman pour enduire le nouveau-né de ce microbiote qui sera là. Donc, par contre, malheureusement, beaucoup de gynécos ne sont pas au courant de cette sorte de manipulation qu'on peut faire et de bien-être qu'on pourrait apporter à un enfant. Parce que ces bactéries vont déclencher, s'ils ne sont pas là, ils peuvent déclencher beaucoup de pathologies à l'âge de l'enfance et de l'adulte. D'accord. Il ne faut pas oublier non plus que les bactéries se développent. On peut avoir 5000 milliards de bactéries. Bactéries, expose une bactérie, en 24 heures, on aura, à partir d'une bactérie, 5000 milliards de bactéries. Ce qui fait que lorsque, par exemple, vous allez au souk et que vous voyez les poulets qui sont posés, qui sont déjà morts, et qu'on est en plein été, et qui vont rester des heures, ou des sardines, ou d'autres morceaux de viande qui sont suspendus devant les boucheries, eh bien, si vous savez qu'une bactérie, en 24 heures, vous allez en avoir 5000 milliards de milliards, je ne vous dis pas, et ça, ce n'est pas des bonnes bactéries, ce seront des bactéries pathogènes. Donc, il faut faire vraiment attention. Et, par exemple, si on décongèle un poulet qu'on a acheté, disons, dans une grande surface et qu'il est congelé, ne le décongelez pas sur une table de cuisine. Parce que lorsque la température est supérieure à 6 degrés et inférieure à 60 degrés, on va avoir ce décuplement de bactéries. Ce qui fait que mettez toujours votre poulet ou vos poissons ou toutes les choses qui sont congelées, décongelez-les dans le frigidaire. D'accord. La partie basse du frigidaire. Il semblerait que c'est une guerre fratricide entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Donc si on peut pas éviter les mauvaises bactéries, autant favoriser les bonnes bactéries pour qu'ils puissent donc lutter contre ces mauvaises bactéries. C'est ça, cher professeur ? Voilà, c'est exactement ça. Donc il faut vraiment éliminer les mauvaises bactéries le plus possible, même si on ne peut pas toutes les éliminer, mais faire en sorte de le faire. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'on a 100 fois plus de cellules bactériennes en notre corps que de cellules humaines. Donc, en d'autres termes, nous sommes plus bactériens qu'humains. C'était là que je voulais vous dire au début qu'en fait, on vit en communauté avec des bactéries qui vont être bonnes ou mauvaises. D'accord. Voilà. Voilà. Et si par les temps qui courent, et puisque ce méchant virus qui circule du corona, sinon j'ai lu dans un documentaire que s'il arrivait à l'estomac, il était tué donc par ces bactéries. Alors, malheureusement pas, le virus, les bactéries ne vont pas forcément les tuer, va pas forcément tuer les virus, mais par contre, les bonnes bactéries vont vous aider à avoir un système immunitaire excessivement apte à lutter contre les virus. Alors, on a, disons, plusieurs types de populations dans notre microbiote. On a la symbiose, ce sont des bactéries amies qui vous offrent à qui vous offrez en fait
le gîte est le couvert, mais en contrepartie, ces bactéries vont faire beaucoup de choses pour vous. On le verra tout à l'heure. Vous avez ensuite les bactéries parasites. Ces bactéries parasites, vous lui offrez aussi le gîte est couvert, mais elles ne vous donnent rien, à part quelques petites inconvénients, mais donc elles ne vont pas vous faire très mal. Mais par contre, elles sont inutiles, mais vous les nourrissez quand même. Donc c'est quand même un travail pour l'organisme. Et puis vous avez les dernières, qui sont les bactéries pathogènes. Et ce sont ces bactéries pathogènes qui sont les plus dangereuses et qui peuvent vous rendre gravement malade, voire même vous tuer. Donc, ce sont ces trois. Donc, on a parlé de l'ensemble des bactéries, mais maintenant, on va parler surtout des bactéries que nous avons dans notre microbiote intestinal. Il ne faut pas oublier que dans les bactéries intestinales, les bonnes bactéries, elles peuvent soit vous protéger ou alors vous faire avoir des maladies de santé très graves, physiques et mentales. Donc il y a beaucoup de pathologies mentales, voire même psychiatriques, qui sont déclenchées par un microbiote qui n'est pas bon. Donc vous avez par exemple dans votre tube digestif, vous avez 2 kilos de bactéries continuellement dans votre tube digestif. 2 Donc kilos. Vous avez 2 kilos. Vous avez en fait plus de bactéries dans votre intestin, c'est plus lourd que votre cerveau. Le cerveau d'un homme pèse environ 1,4 kg, celui de la femme 1,350 kg, excusez-moi mesdames, il est un petit peu moins lourd que le nôtre, mais par contre... Mais pas forcément meilleur. Non, on a remarqué scientifiquement que le cerveau de la femme était meilleur que celui de l'homme. Voilà. Donc le nôtre est un peu plus lourd, celui de la femme plus léger, mais plus performant. Voilà. Alors donc, si on veut bien, nous sommes un peu des êtres hybrides entre l'humain et le bactérien. Donc nous avons des bactéries partout dans l'estomac et l'estomac a un pH de 2, donc très acide. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il que ces bactéries puissent survivre dans l'estomac? Eh bien, on a des bactéries, par exemple, comme l'Helicobacter pylori, qui est extrêmement difficile et qui se complaît dans cette acidité de l'estomac. Par contre, l'estomac nous donne de l'acide, c'est pas tellement pour nous embêter, c'est surtout pour pouvoir digérer, on a besoin de l'acide pour digérer les viandes et les graisses. Et lorsqu'on prend des antiacides, lorsqu'on parlait tout à l'heure du RGO, qu'on prend des IPP, donc ces inhibiteurs de la pompe à protons pour enlever l'acidité, c'est la raison pour laquelle on dit ne les prenez pas trop longtemps, parce que vous allez modifier l'acidité de l'estomac, et cette acidité est indispensable, par exemple, pour pouvoir digérer ou préparer à la digestion les viandes et les graisses. Donc, c'est vraiment très important de bien comprendre ça. D'accord. D'accord. Et donc, cher monsieur, puisque le temps ne pardonne pas et qu'il avance sans nous donner de répit, qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour favoriser cette flore ou cette microbiote intestinale? Pour favoriser la flore intestinale, c'est justement, premièrement, de manger de bons légumes et de bons fruits. Mais surtout, de prendre beaucoup de légumes lacto-fermentés, donc qui vont devenir des probiotiques. On a deux populations, on parle souvent des probiotiques et on parle aussi des prébiotiques. Alors qu'est-ce que c'est que les probiotiques? Ce sont des bactéries, donc de bonnes bactéries qui sont là pour justement lutter contre les mauvaises bactéries, et il y a un équilibre qui se fait. Donc, on a besoin de ces bonnes bactéries intestinales, et les produits, les aliments
important, ce sont des aliments lacto-fermentés. Qu'est-ce que c'est que les aliments, par exemple la choucroute? Vous connaissez la choucroute? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait la choucroute? On prend des choux qu'on va mettre avec une solution en général, c'est 15 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Donc, on va faire une saumure et on va donc couper nos choux en très fines lamelles et on va les remplir avec donc la solution sel et eau. Et on va les laisser pendant 7 jours à température ambiante de 20 degrés. Et ensuite, on va faire attention de ne pas les fermer hermétiquement parce que ça, la fermentation risque de faire exploser le bocal. Et une fois que l'aliment a subi sa fermentation, à ce moment-là, on peut le fermer et on peut le garder jusqu'à 1 an. C'était la façon dont on avait, à l'époque, lorsqu'on n'avait pas de frigidaire, on faisait des conserves avec de lactosérum. Donc, c'est important on peut prendre tous les légumes qu'on veut, tous les légumes et même des fruits. Donc, on peut faire une solution donc, de saumure. On va peler nos légumes, on va les laver, ou on va prendre des légumes bio si possible. On va les couper en petits dés ou râpés et on va les mettre en saumure. Et de cette façon, on va avoir des probiotiques qui sont en fait des bactéries qui sont là pour alimenter notre biotope intestinal. D'accord. Tout ça, c'est très intéressant. Peut-être que nos auditeurs, ils comprennent pas tous ces mots scientifiques. Voilà, s'ils voulaient un éclaircissement, ils devront donc appeler le 05 39 33 33 33 si vous avez des questions ou si vous voulez faire une intervention. مستمعينا الكرام، أنا كنتفهم بأن بعض المرات لو بروفيسور جاك ستوكلي يقدر يقول كلمات اللي ما تفهموهاش مزيان. ما كاين حتى شي مشكل. الا عندكم شي سؤال ولا بغيتوا تهضروا مع البروفيسور جاك ستوكلي يمكن لكم تكلمونا. رقم الهاتف هو 05 39 33 33 33 وهو غادي يجاوبكم. وي شير بروفيسور. Alors, ce microbiote, il est très variable d'un endroit à l'autre du monde. On n'a pas tous le même microbiote. C'est clair que si vous allez demain habiter dans le nord de l'Allemagne, par l'alimentation que vous allez prendre, vous n'aurez pas le même microbiote, les mêmes bactéries que si vous allez dans le sud de l'Afrique. Bien sûr. Et ce microbiote qui va être différent va avoir un comportement au niveau de la santé aussi différent. Et l'héritage de notre microbiote, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il est déjà à travers l'alimentation que nos parents ont mangé. Et donc, au moment de la naissance, vous allez donc avoir ce microbiote qui va être déjà faire partie, en fait, de votre flore intestinale, qui sera la partie de la flore intestinale de la maman. Donc, nous allons passer de ce microbiote va être transmis donc à l'enfant et il va le garder quasiment toute sa vie. Il pourra par contre le changer, mais ça sera, disons, difficile si on a une mauvaise alimentation. Au départ, juste à la naissance, ce microbiote va être très fragile et très sensible. Mais ça sera une étape essentielle pour bien fabriquer son microbiote et le mettre en place. Et donc, la maman, après avoir donné le sein, il va y avoir là aussi des bactéries au niveau du lait maternel et au niveau de la peau. Donc, il y a déjà toute une partie du microbiote dès l'enfance qui va se mettre en place. Et si on n'a pas ce microbiote-là, si on a un enfant, par exemple, qui malheureusement est venu sans les voies basses, donc par césarienne, il va pouvoir avoir un développement d'allergie, des problèmes d'obésité, des maladies cardiovasculaires. Ça, je ne vous dis pas tout de suite, mais ça peut développer un terrain par la suite de ces pathologies-là, donc de l'allergie, des problèmes d'obésité, des maladies cardiovasculaires et des problèmes. Par exemple, on voit les enfants
hyperactifs. On en a de plus en plus. Pour quelle raison on a de plus en plus d'enfants hyperactifs? Parce qu'on a de plus en plus de mamans qui veulent avoir une césarienne parce que c'est plus confortable. Et le médecin, en général, ne préconise pas, si vous demandez une césarienne, très souvent, on va vous la faire, même si vous n'en avez pas besoin. C'est sûr, c'est sûr. Et ce qu'on remarque, c'est que dès qu'on s'éloigne de tout ce qui est naturel, c'est une course donc effrénée vers la maladie. Voilà. Alors, donc, c'est vraiment très important de faire en sorte de ne pas avoir un déficit dans le microbiote, parce que c'est le microbiote, un bon microbiote, qui va délimiter si vous allez... Par exemple, vous allez dire à votre médecin, ou votre médecin va vous dire vous manquez de fer, vous manquez d'oligo-éléments, vous manquez de cuivre, etc. Mais on va vous en donner, on va vous faire une ordonnance, vous allez prendre ces compléments alimentaires ou certains médicaments, et puis vous allez retourner 3 mois plus tard et vous avez toujours le même déficit. Eh bien, ça sera parce que votre microbiote ne sera pas en forme et ne pourra pas accepter de mettre en place ces compléments ou ces médicaments. C'est pour ça que c'est très important de conserver à l'esprit que si on n'a pas une bonne alimentation qui nourrit bien notre microbiote intestinal, eh bien les médicaments ne pourront, ni les compléments alimentaires ne pourront vraiment être utiles. D'accord. Alors, il faut vraiment manger suffisamment d'aliments probiotiques, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, et puis éviter les pesticides. Et il y a une chose aussi qui est terrible, c'est qu'un enfant, un bébé, la première année, souvent, il a déjà 2 antibiothérapies. Lorsque vous prenez un antibiotique, votre flore intestinale, elle est morte. Voilà. Vous êtes obligé de la refaire. Et malheureusement, lorsque vous prenez un antibiotique, très rarement, on va vous donner des probiotiques. Par exemple, il y a l'ultralevure qu'on donne de temps en temps, mais qui n'est pas suffisante. Donc, les antibiotiques, il faudrait vraiment les garder dans des conditions excessivement justifiées. Pas donner un antibiotique pour « j'ai mal à la gorge, je prends un antibiotique ». Non, il y a beaucoup d'autres façons de soigner qu'avec les antibiotiques qui vont détruire complètement la flore intestinale. Et donc, les probiotiques, ce sont des bactéries, et puis les prébiotiques, parce qu'il y a aussi les prébiotiques, ce seront les nourritures qu'on donne aux probiotiques. Et donc là aussi, il faut éviter d'avoir des IPP pour ne pas détruire ces prébiotiques. Donc diminuer les sucres, diminuer les viandes, parce que les sucres et les viandes vont justement perturber complètement ces bonnes bactéries. Elles vont au contraire donner à manger aux mauvaises bactéries qui, elles, vont être contentes d'avoir ces viandes et ces sucres. Donc, limiter. Par contre, consommer beaucoup de petits poissons gras. Les bonnes bactéries s'en nourrissent. Elles adorent ça. Donc, plus vous mangerez des petits poissons gras, pourquoi petits? Parce que les gros poissons sont au bout de la chaîne alimentaire et auront plus de polluants que les petits poissons qui sont dans le bas de la chaîne alimentaire. D'accord. Et ça tombe bien puisque les sardines, actuellement, ils sont à un prix très abordable. Et je suis sûr et certain que vous recommanderez ce poisson, cher professeur? Oui, la sardine? Tout à fait. Les sardines sont excellentes pour le microbiote. Donc, parfait. En fait, on dit que lorsque le microbiote n'est pas en bon état, on dit qu'il est en dysbiose. Et la dysbiose se définit comme un déséquilibre du microbiote, et les causes en sont des infections virales, des infections bactériennes, des infections parasitaires, un déficit immunitaire. Voilà. Et là, c'est important. Là, maintenant qu'on est dans cette situation du virus, on a besoin d'avoir un système immunitaire vraiment en pleine forme.
Oui. Donc, une dysbiose des tissus immunitaires. Vous pouvez aussi, avec un changement brutal de l'alimentation et certains médicaments, et surtout les antibiotiques, donc, nuire et fabriquer une dysbiose. Si vous le permettez, cher professeur, juste pour préciser, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des auditeurs que ça leur a mis la puce à l'oreille. Prendre un antibiotique, c'est détruire sa flore intestinale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque c'est justifié, on ne conseillera jamais assez aux gens de ne pas prendre des antibiotiques pour un oui ou pour un non, le prendre lorsque la situation le justifie. Mais si on était vraiment malade et qu'on nous a prescrit des antibiotiques et qu'on a dû les prendre, qu'est-ce qu'il faudrait faire après pour donc recouvrir cette flore intestinale? À ce moment-là, vous allez acheter, on le trouve en pharmacie, vous allez acheter un probiotique. Donc ça veut dire une population bactérienne qui va venir peupler en fait votre microbiote de bonnes bactéries. On le trouve chez la pharmacie? Oui, en pharmacie. En pharmacie. Vous trouvez des probiotiques. Probiotiques. Hein, ne confondez pas probiotiques et prébiotiques. Les probiotiques, ce sont les bactéries, et les prébiotiques, ce seront les aliments pour ces bactéries-là. Voilà. Et voilà, c'est clarifié. Cher professeur, on n'a plus le temps. Il est 18h57. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Allez-y. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Bien sûr. Parce que c'est un sujet qui est énorme. Donc, on pourra éventuellement en reparler les prochaines fois si ça intéresse vos auditeurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui leur parle, mais je pense que c'est la base de la santé et de l'alimentation. Je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet tellement grave et tellement important qu'il faudrait qu'on en reparle dans nos prochaines émissions. Et d'ici là, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, cher professeur, en espérant vous revoir très bientôt, donc lundi prochain à 18h. Je vous souhaite un bon microbiote et de bons repas et qui soient quand même agréables et conviviaux. Et bien mastiqué, ne pas l'oublier. Voilà, n'oubliez pas de mastiquer. Voilà, au revoir, cher professeur. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Eh bien, chers auditeurs, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que vous serez donc au rendez-vous lundi prochain à 18h. D'ici là, mastiquez bien, essayez d'avoir une bonne alimentation et donc et protégez-vous bien. Au revoir. Cette émission vous a été présentée avec le concours du Centre canadien de naturopathie diabétologie. Cap Radio.